Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Aujourd'hui, on va parler rentrée des classes, on va parler enfants, adolescents et autour de cette table, Philippe Malburny, merci d'être là, notre rédacteur en chef. Bonsoir. Et on a le plaisir d'accueillir Sandra Panizzotto. Merci d'être notre invitée. Vous êtes pédiatre, Sandra, pour le CHU et le CHR. On va aborder avec vous ces questions que les téléspectateurs nous ont envoyées au sujet de cette reprise de cours, des inquiétudes qu'ils peuvent avoir, mais globalement des inquiétudes qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs enfants et à la Covid. On va répondre aux questions des téléspectateurs, comme chaque fois. Bien entendu, sur la page Facebook, on attend vos questions. Et merci déjà de nous avoir envoyé souvent par mail de nombreuses questions. On sent que le sujet d'actualité, fatalement, il concerne beaucoup de monde. Voilà, peut-être qu'on va commencer quand même, si vous le voulez bien, par prendre une petite minute avec les derniers chiffres et les cas confirmés justement par rapport au coronavirus. Un total de 535 939 personnes, 5 057 personnes ces 7 derniers jours et on constate une baisse qui est significative de 47%. Les admissions à l'hôpital ont elles aussi baissé, moins 22%. Les décès, quant à eux, ces 7 derniers jours sont à 196 malheureusement et c'est toujours une augmentation là de 7%. Sandra, je propose qu'on commence tout de suite avec les questions qu'on nous a envoyées. Et Philippe, vous nous interrompez quand vous le sentez, évidemment. Je n'y manquerai pas. S'il y a des interactions pendant ce direct. Je propose de commencer avec la première question de Caroline. Comment faire pour maintenir mon enfant en bonne santé mentale pendant la pandémie et comment repérer si mon adolescent ne va pas bien ou trouver de l'aide? Donc c'est une question un peu pratique. S'il y a un problème, comment est-ce qu'on le repère? Et surtout, comment est-ce qu'on trouve de l'aide si on est démuni? Alors je pense que la première chose, c'est la prévention. Donc proposer des choses à son adolescent, peut-être veiller à ce qu'il garde un certain rythme, lui proposer certaines activités, ne pas le laisser dans l'inaction, mais proposer des activités, des balades, encourager aussi qu'il ait des contacts avec ses amis, ses copains, avec l'extérieur. Alors certes de manière virtuelle, mais des contacts quand même. C'est aussi peut-être l'occasion pour ses parents de proposer à leurs jeunes, peut-être de voir avec les grands-parents, on n'a peut-être plus la même proximité physique, mais c'est peut-être le moment de se parler différemment, parfois d'être un petit peu éloigné, ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas d'habitude. C'est peut-être le moment de poser des questions à ses grands-parents sur comment c'était eux quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils ont vécu des choses similaires à ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Peut-être l'occasion pour les grands-parents d'avoir une espèce de transmission. Donc garder du lien dans un premier temps, c'est vraiment ce qui fera du bien aux adolescents. Et comment repérer tout changement de comportement, de manière générale, dans la population pédiatrique, dès qu'on voit un changement de comportement, un enfant qui était joyeux, qui se replie sur lui-même, un enfant qui a des modifications d'appétit vraiment importantes, on ne reconnaît plus son enfant. Alors là, c'est peut-être l'occasion de se dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et de l'interroger, de lui dire, tiens, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux m'en parler? Ou est-ce que tu souhaites en parler à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas forcément un professionnel, hein, ça peut être un adulte avec lequel on a un bon lien. Et si vraiment on a besoin d'une aide extérieure, le médecin traitant, on sait qu'ils sont fort débordés, mais ils sont très attentifs à cette problématique, les pédiatres que nous sommes bien évidemment, et des associations, je pense notamment ici à Liège comme Open Ado, qui sont des lieux tout à fait neutres, bienveillants, qui peuvent accueillir aussi les adolescents, les jeunes. Aller chercher de l'aide si on en ressent le besoin. La période, elle est évidemment très particulière. Il n'y a pas de honte, évidemment, à ça. Bien sûr, reconnaître que soi-même, en tant qu'adulte, on vit une situation compliquée, va permettre à l'enfant, et à qui plus est l'adolescent, de se dire, ok, visiblement je ne suis pas le seul, c'est plutôt légitime, et donc de pouvoir s'ouvrir de manière plus franche et plus sereine. Alors évidemment, on cherche de l'information aussi dans ces cas un peu compliqués sur la Covid, avoir les bonnes informations, pouvoir communiquer effectivement avec des enfants, mais parfois ça peut avoir des conséquences aussi. On va la voir avec une question de Nathalie, qui demande faut-il éviter de regarder les journaux télévisés en présence des enfants? Ma fille a 7 ans et je me demande parfois s'il ne serait pas préférable de lui éviter toute source d'anxiété, notamment en cette période. Alors, de façon générale, notamment pour une petite fille de 7 ans, pour un enfant de 7 ans, les journaux télévisés, indépendamment de la pandémie Covid-19, c'est quand même source d'anxiété, c'est quand même très très anxiogène, puisqu'on y voit en général plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, des conflits, des guerres, donc c'est
c'est pas le média idéal, je dirais, le journal télévisé pour nous adultes, pour pouvoir communiquer avec son enfant sur cette problématique. Donc d'emblée, je conseillerais de ne pas regarder les journaux télévisés classiques avec des jeunes enfants, mais plutôt de se tourner vers des médias qui leur sont dédiés. Je pense qu'il y a de nombreux journaux qui sont dédiés aux enfants, qu'ils soient télévisés ou en papier, où les sujets sont abordés avec des informations qui sont claires, qui sont justes, mais qui sont métabolisables, intégrables par les enfants. Donc à cette dame, effectivement, on a envie de répondre que plutôt se tourner vers ce genre de brochures, vers ce genre de médias, de vulgarisation à l'enfance, pour justement éviter de donner trop d'informations. On est surchargé d'informations, et les enfants aussi, qu'ils ne savent pas trier, qui sont anxiogènes, et pour lesquels ils sont trop jeunes pour remettre dans le contexte. Donc le journal télévisé de papa-maman, non. Les journaux télévisés et les médias pour enfants, certainement. Surtout qu'ils en ont déjà beaucoup entendu parler de ce virus, qu'eux-mêmes vont commencer tout doucement à en avoir marre. On peut enchaîner sur une question de François. Mes filles ont perdu leur motivation pour la rentrée de ce matin, alors qu'elles ont toujours aimé l'école. Elles se sont habituées à vivre plus enfermées qu'avant. Leur école avait déjà fermé mi-octobre. Ce manque de motivation fait peur. Que dois-je faire ? Oui, il y a pas mal d'enfants qui vivent ça. Alors, la première chose, c'est peut-être de reconnaître que l'enfant est en difficulté, de dire je vois bien que c'est compliqué pour toi et je comprends que ça l'est, parce que moi si j'étais pas allée à l'école pendant autant de temps, j'aurais un petit peu peur de reprendre. Oui, on s'habitue et puis on s'habitue à être à la maison. Pour ceux qui y sont plutôt bien, et malheureusement c'est pas le cas de tous les enfants, mais il y a des enfants qui sont bien à la maison, qui vivent dans un espèce de cocon qu'ils se créent assez sécurisant. On est un petit peu loin du monde, on est un peu protégé, on est dans sa bulle. Peut-être leur dire aussi que c'est pas la vraie vie, que la vraie vie c'est l'extérieur, même s'il y a un virus, même s'il y a des choses difficiles à vivre, que la vraie vie elle est avec les copains, avec les instituteurs, avec la vie extérieure. Donc peut-être accompagner ce retour à l'école en disant mais tu sais j'ai confiance aussi dans ton école, j'ai confiance dans ton instituteur, si tu as peur pour les apprentissages, l'instituteur il est là, ou l'institutrice, tu peux poser des questions. Si l'adulte a confiance dans l'instituteur, dans les personnes qui vont prendre leur enfant en charge de manière globale, l'enfant va se sentir rassuré, va se dire ok, papa, maman, ils ont confiance, je peux y aller. La deuxième chose, c'est dire il y a des choses chouettes quand même à l'école, tu vas retrouver des copains, qui as-tu envie de retrouver? Simplement poser la question de manière très précise. J'ai envie de retrouver tel camarade, regarde demain, tu vas aller la voir, vous allez pouvoir parler, échanger, etc. Et puis peut-être accompagner ce retour à l'école en disant quand tu vas rentrer, je te propose qu'on fasse un jeu de société ou qu'on fasse une petite activité qui te plaît pour que la transition se fasse quand même en douceur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de sas, en tout cas pour les maternelles et des primaires. Du jour au lendemain, on rebascule entre on était à la maison très très au calme et on repart dans le tourbillon de l'école. Maintenant, on peut avoir confiance en le professeur, en l'école, et quand même être inquiet vis-à-vis de la situation sanitaire. Donc, comment gérer tout ça? Ce qui peut être tout à fait paradoxal, parce qu'accompagner son enfant, c'est une chose, mais il faut soi-même être convaincu que c'était une bonne chose de retourner à l'école. C'est ça la complexité, et ça va être différent en fonction des familles, et ça va être différent en fonction des caractères des parents. Il y a des parents qui sont plutôt confiants, qui savent raisonner le doute, et d'autres qui sont d'un caractère plus anxieux. Il n'y en a pas un qui fait mieux que l'autre. Alors, c'est sûr que tout ce qui peut rassurer va aider. Donc peut-être c'est à la fois pratique et symbolique, mais le petit gel hydroalcoolique dans le sac. Tu n'oublies pas de te laver les mains. S'ils sont dans le secondaire en âge de porter un masque, tu n'oublies pas de mettre ton masque. Voilà, une forme de routine en disant on ne sait pas tout contrôler, et reconnaître qu'on ne sait pas tout contrôler. En tant qu'adulte, dire tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi-même je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on peut faire des choses, qu'on peut mettre en place des gestes barrières. Si on les applique, on va diminuer le risque. À partir du moment où on rend l'enfant acteur de ce qui lui arrive, on va diminuer cette anxiété. Mais évidemment, on ne va pas apaiser l'anxiété de tout le monde. Il y aura toujours des gens inquiets. Et il faut entendre cette inquiétude-là aussi. Compliqué. Je continue parce que c'est justement la question suivante. Oui. De Christiane, une bonne fois pour toutes, ça c'est difficile à entendre, pouvez-vous nous dire si vous connaissez bien ce virus, pouvez-vous certifier qu'en ouvrant les écoles, les enfants ne risqueront pas de contaminer leurs parents et grands-parents? C'est une bonne fois pour toutes. À vous de répondre, moi je peux déjà répondre que manifestement on ne connaît pas encore tout de ce virus et il faut pouvoir l'accepter aussi. Alors, c'est une question intéressante parce qu'elle relève de deux choses. On voit à la fois l'inquiétude légitime des personnes, et on voit la difficulté de gérer un virus émergent.
Alors, ce virus, on ne le connaît que depuis même pas 1 an. Il y a des maladies qu'on connaît depuis des dizaines d'années et on continue d'apprendre des choses sur elles. Je pense au VIH, on apprend encore au jour d'aujourd'hui des choses sur cette maladie, y compris sur d'autres maladies plus anciennes. Alors non, on ne connaît pas tout sur ce virus. Ce serait illusoire de dire qu'on connaît tout sur ce virus. Si c'était le cas, d'ailleurs, on ne serait pas ici, la pandémie serait terminée, on serait tous en train de faire la fête. Ça n'est pas le cas, on ne connaît pas ce virus à fond, à 100%, parce que c'est trop tôt, parce que ça demande du temps, parce que ça demande des études multicentriques, randomisées, que ça demande que les laboratoires cherchent, que ça demande des recherches thérapeutiques. Donc tout ça est très complexe. En revanche, ce qu'on sait, c'est que on a des informations qui nous parviennent depuis presque 1 an maintenant, qui sont composées de chiffres larges, qui sont composées d'études internationales, notamment pour certaines, qui peuvent nous donner des informations au jour d'aujourd'hui. Alors, la première chose, notamment en ce qui concerne les enfants et ce retour à l'école, il faut bien distinguer 2 risques. Il y a l'inquiétude qu'ont les gens que leur enfant tombe malade, et ça, elle est légitime, mais cependant, on sait que les moins de 12 ans sont très peu touchés, et on le voit pratiquement, les services de pédiatrie ne connaissent pas le taux habituel parce qu'il y a moins de patients en pédiatrie, puisque d'autres virus circulent moins, etc. Les enfants sont peu atteints du Covid-19. Le taux de morbidité et de mortalité est vraiment extrêmement bas. On est à 0,03% en Europe, alors qu'on est à 36% pour les On est désolé de parler de chiffres, on se doute bien qu'il y a parfois des situations dramatiques. Mais alors, tout décès est évidemment dramatique, mais les enfants sont très peu malades de la Covid-19. Ça, on le sait, on le voit dans les études et on le voit de manière pratique. La deuxième chose, c'est le risque de transmettre le virus. Alors, on sait que les moins de 12 ans transmettent peu ce virus, et lorsqu'ils l'ont attrapé, ils sont souvent infectés par un adulte. Alors, non, on ne peut pas malheureusement dire à cette dame qu'il n'y a aucun risque, que le risque zéro n'existe pas, parce qu'il n'existe nulle part, parce qu'on est dans le cadre du vivant, on est dans le cadre de la collectivité. En revanche, quand on met en balance le risque pour les enfants de rester à la maison, de ne plus avoir d'apprentissage, de ne plus avoir de liens sociaux, d'être isolés, et on sait que l'isolement, c'est une agression psychique, ça court-circuite les circuits de la mémoire et des émotions. Ce risque-là, par rapport au fait de retourner à l'école et en appliquant des gestes barrières, de nouveau en les responsabilisant, en leur disant « tu es acteur, tu es responsable, tu as un rôle à jouer, tu dois te laver les mains, tu dois te désinfecter les mains, tu dois mettre ton masque quand ils sont en âge d'en mettre un », ce risque-là, alors il est effectivement bien moindre que celui de ne pas aller à l'école. Il a fallu peser dans la balance bien ces sûr. 2 risques et faire un choix. Philippe Devos nous a accordé une interview qu'on va écouter, mais Philippe, l'épidémiologiste Marius Gilbert a fait le point justement ce matin. Il a essayé aussi de répondre avec des chiffres aussi par rapport à ce risque de transmission. Oui, effectivement, il est revenu sur ce risque, on ne va pas dire en relativisant, mais tout de même en essayant d'être relativement précis et rassurant par rapport effectivement aux écoles, et en parlant aussi d'études qui commencent à montrer que le taux d'attaque secondaire lorsqu'un virus est apporté par une personne adulte tourne autour de 30%, alors que lorsque c'est apporté par un enfant, il tourne autour de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manifestement le virus est moins agressif quand il est porté par un enfant, et donc risque de contamination il y a. Déjà, il est moindre d'un enfant vers un adulte que l'inverse, mais qu'en plus, a priori, ce virus serait moins fort, moins agressif, car ce sont les enfants moins symptomatiques. Exactement. Donc, voilà, il était rassurant en étant aussi dans la logique de celle d'une réouverture des écoles en totalité, soit en présentiel, soit avec un mix évidemment. Et en admettant, comme vous l'avez dit tous les deux, que le risque zéro n'existe voilà, pas, exactement. mais que ce risque est mesuré. Et on peut écouter, si vous le voulez bien, ce que Philippe Devos nous a confié justement à ce sujet également. C'est un éclaircissement supplémentaire. Philippe Devos, merci d'être avec nous. On a un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe dans les écoles. On sait que la transmission peut s'y dérouler, mais peut-être pas encore dans des proportions alarmantes. Est-ce qu'on sait en parler avec vous? Oui, donc dans les écoles, effectivement, dans certains pays qui ont maintenu tout ouvert, on voit que l'enseignement dans l'ensemble, chez les moins de 18 ans,
participent à 11% du moteur de transmission. Donc 11%, c'est loin d'être 50% ou plus. Donc oui, il y a des infections qui se produisent à l'école, surtout d'adultes vers enfants ou d'enfants à enfants, un peu moins d'enfants vers adultes. Et donc c'est la raison pour laquelle dans une gestion de risque, on peut rouvrir les écoles. Alors le but n'est pas du tout de viser le risque zéro et d'arrêter toute la transmission. Ça voudrait dire un R de transmission à 0. Le but est un R à 1, c'est-à-dire d'accepter que du virus se transmette au sein de la population. Mais le tout, c'est que cette transmission ne s'emballe pas. Donc on évite d'avoir une multiplication très forte, ce qu'on a vécu là ces derniers temps. L'ouverture des écoles peut être faite sans un emballement des infections, à condition de fermer d'autres portes. Donc pour garder un RA1, on doit décider de fermer certaines portes et d'ouvrir d'autres. Et donc c'est un choix sociétal en fonction du bien-être de l'ouverture d'une porte ou de l'autre, en fonction des conséquences économiques ou sociales d'une ouverture d'une porte ou d'une autre, et c'est des choix qui doivent être faits comme ça. Donc si on ouvre les écoles, on va peut-être devoir fermer des salles de sport ou l'ORECA parce qu'on a ouvert les écoles. À l'inverse, on pourrait dire qu'on ouvre l'ORECA et qu'en conséquence, on doit fermer les écoles. Donc ça, c'est le gouvernement qui fait ses choix. Le but étant d'arriver à le plus proche possible de 1 sans jamais dépasser 1 dans le taux de multiplication. Donc ils font des ouvertures-fermetures et progressivement ils vont ouvrir les choses. On peut imaginer par exemple qu'on va prioriser par rapport à l'ouverture de commerces non essentiels d'augmenter la bulle sociale à la maison pour Noël. Ça pourrait être un choix de sens, mais il faut bien comprendre que chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on devra maintenir fermé d'autres choses. Et concrètement, maintenant, les enfants et la maladie, on comprend qu'ils peuvent être infectés maintenant, mais qu'ils sont rarement symptomatiques, qu'ils font des épisodes cliniques plus faibles et qu'ils sont moins à risque, vous l'avez dit, de transmission que les adultes. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Oui, ce n'est pas les enfants qui vont saturer les hôpitaux. Il y a quelques enfants, mais c'est très rare, qui développent des complications qui justifient d'être hospitalisés. On a des enfants hospitalisés, d'ailleurs on en a au CHC, mais de manière beaucoup moins importante que par rapport à d'autres maladies infectieuses d'enfants, comme les bronchiolites qui font hospitaliser beaucoup plus d'enfants, ou des maladies comme même la grippe qui fait hospitaliser beaucoup plus d'enfants. Donc pour les enfants, c'est moins grave que la grippe. Par contre, pour les autres catégories, c'est plus grave. Et donc, l'autre challenge, c'est d'arriver à faire en sorte que ces enfants potentiellement malades ne viennent pas contaminer les grands-parents. Pour ça, on sait que le risque est moins grand, mais le risque n'est pas nul qu'il y ait une contamination d'enfants vers adultes. Et donc, les grands-parents doivent quand même garder des mesures de prudence vis-à-vis des petits-enfants, au moins jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés. Et on rappelle aussi que dans les écoles, les mesures de protection sont mises en place, que ce soit le gel hydroalcoolique ou d'autres mesures que chaque école a mis en place. C'est un gros travail pour justement les enseignants. Et on a pas mal de questions sur les masques aussi, parce que la question a été sur la table dès ce matin, puisqu'il y a une école à Courcelles qui avait décidé d'imposer le masque aux enfants à partir de 6 ans. Cette décision, ils sont revenus plus ou moins dessus, hein, mais on a des questions qui vont encore dans ce sens. Effectivement, on a Martine qui nous dit que pour les petits, c'est angoissant de retourner à l'école, en tout cas pour certains d'entre eux. On sait qu'ils sont, ils ne sont pas égaux non plus devant le retour à l'école, et que sa petite nièce retourne avec la peur au ventre et qu'on lui interdit de porter le masque. Elle a 5 ans en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre cette mesure d'interdire le masque pour les enfants, en l'occurrence en dessous de 6 ans? Alors, ce qu'il y a, c'est que si le masque est porté, il doit être porté correctement. Et donc, en dessous de 6 ans, c'est illusoire de penser que les enfants vont pouvoir, en collectivité, porter le masque toute la journée sans l'enlever, le retirer, le toucher, etc. Après, en revanche, c'est vrai qu'on voit certains enfants, on croise certains enfants de 5, 6 ans, même plus jeunes, qui portent le masque. Pourquoi ? Parce que les parents décident de les y habituer. Alors il peut y avoir une forme d'habituation, dire ben voilà, pendant une demi-heure en présence de papy-mamie par exemple, tu vas porter le masque en étant à bonne distance. Ça peut être intéressant. Maintenant il faut rappeler aussi que le masque
Je fais une petite parenthèse, parce que vous parlez en voyant les grands-parents. On avait Jeanne qui disait, donc je peux voir mes tout petits-enfants puisqu'ils ne transmettent pas le virus. Attention, nous n'avons pas dit qu'ils ne transmettaient pas. Ils peuvent le transmettre de manière moins agressive en quelque sorte, mais ils peuvent transmettre un virus qui potentiellement peut être dangereux notamment pour une population à risque. Donc voilà, attention, nous n'avons jamais dit que les enfants ne transmettaient pas le virus. S'ils font le choix de voir les grands-parents, c'est évidemment avec toutes les précautions nécessaires. Alors idéalement, pour le moment, on ne le conseille pas. On conseille vraiment de se tenir éloigné. Après, on peut entendre qu'il y ait vraiment des liens très forts et qu'on ait très envie de se voir. Et on sait qu'interdire toute forme de contact, ça ne marchera pas. Si vraiment des petits-enfants doivent être en contact avec les grands-parents, c'est à bonne distance, avec le masque, très peu de temps, idéalement à l'extérieur et de manière vraiment exceptionnelle pour vraiment limiter les risques, parce qu'effectivement, la transmission n'est pas nulle. Donc ces contacts-là, il faut quand même les éviter un maximum, bien tout sûr, simplement. Tout à fait. Surtout avec les grands-parents. Bien sûr, oui. On enchaînerait peut-être sur une question peut-être de Marie qui nous disait, entre la pandémie, le boulot, les enfants à la maison en permanence, je suis très stressée. C'est une situation effectivement qui n'est pas toujours simple à gérer. Comment ne pas transmettre ce stress à mon ado ou à mon enfant? Voilà cette question de Marie. C'est une question assez légitime parce que c'est vrai qu'on vit une situation un petit peu unique et inédite. On vit tous la même chose de manière collective, que les familles sont inquiètes tant pour la santé, pour leur travail, pour leur situation financière, et tout ça est effectivement très complexe et très anxiogène. Je crois avant tout que les parents doivent prendre soin d'eux. Il n'y a plus de soupape de décompression, si on peut dire, comme il y en avait avant. C'est ça, on ne sait plus voir des amis à l'extérieur, sur les enfants, on fait moins de sport, on ne sait pas spécialement travailler. Il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est ça, on ne sait plus partir en week-end, on ne sait plus aller s'aérer comme on le faisait avant. Donc, vraiment, les enfants, ils ont besoin de parents qui vont bien. Alors, ça a l'air un peu bateau de dire ça, mais la première chose qu'on a envie de répondre à cette maman, c'est prenez soin de vous, reconnaissez vos difficultés et vous pouvez le reconnaître devant votre enfant. C'est-à-dire, vous pouvez dire, oui, je suis tracassée, tu vois bien que pour le moment, je m'énerve un peu plus, mais voilà, on va essayer peut-être de trouver des moments off, des moments plus calmes, essayer d'arriver à s'isoler un petit peu de tout ça pour des moments précis. C'est un petit peu le principe du masque à oxygène dans les avions. La première chose qu'on fait quand il y a une dépressurisation, c'est l'adulte qui doit mettre son masque. Pourquoi ? Parce que si lui perd connaissance, il ne sait pas s'occuper de l'enfant. Ici, on est un peu asphyxiés tous par ce virus. Donc les adultes doivent prendre soin d'eux, prendre des moments pour eux. Alors c'est moins facile, vous venez de le dire, mais une heure de lecture, une balade, un isolement, pour justement ne pas transmettre ce stress-là, pour essayer d'être au maximum serein. Et j'ai envie de dire, si vous le transmettez, c'est pas grave. Vous l'avez transmis, vous dites, écoute, je vois bien que tu es tracassé, j'ai peut-être dit ça t'a peut-être stressé, on peut reprendre. Je crois qu'il ne faut pas non plus mettre une pression énorme. On est des êtres humains, on interagit avec nos enfants, chacun fait comme il peut. Mais prendre soin de soi. On ne va pas tout régler de toute façon. Voilà. Et d'ailleurs, si au niveau des JT ou de cette émission, qui sait, elle vous stresse un peu trop, vous n'hésitez pas. Voilà, vous faites une pause. Il n'y a aucun problème, vous nous reviendrez un petit peu plus tard, bien entendu. Quand les sujets sont plus légers. Bien entendu, mais on essaie de mener notre mission d'information autour de cette situation qui, évidemment, nous concerne tous. On parlait d'ado. Julie se pose une question par rapport à son ado. Elle dit, il était déjà très solitaire. Comment faire pour qu'il garde des contacts sociaux ? Quelles vont être les conséquences de cette absence de contact ? Alors, oui, on voit qu'en fait, les adolescents et les êtres humains, on n'est pas tous égaux face à l'isolement. On n'a pas tous réagi de la même façon face au confinement, et une personnalité plus solitaire, plus anxieuse, à la base, va probablement avoir plus de difficultés. Je pense qu'accompagner son adolescent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas le forcer à avoir des contacts, parce que ça ne marchera pas, ça n'aidera pas, mais peut-être dire, mais à qui aurais-tu envie de parler, et choisir au moins une ou deux personnes qui te manquent plus, et appelons-la, voilà, peut-être des adultes de référence ou des amis de référence, en disant, peut-être que cet ado n'a pas envie de parler au téléphone ou de faire une vidéoconférence à Skype.
Il peut peut-être écrire, c'est peut-être l'occasion de trouver un autre moyen d'expression, peut-être proposer des balades, mais en tout cas ne pas laisser l'adolescent dans l'isolement, parce que le risque c'est justement plus tard, quand il va falloir retourner dans la vraie vie, ce qu'on espère tous le plus rapidement possible, ce sera d'autant plus compliqué. Donc garder quand même si un la lien. personne est solitaire à la base, Garder un lien social. À surveiller évidemment. Quitte à les bousculer parfois un peu en disant allez hop, on sort, on va se balader. Et voir du monde. Une autre question peut-être qui concerne le planning pour les enfants. Voilà, comment organiser les journées. Dois-je imposer un planning à mon enfant pendant que je suis au boulot? Mon ado est en permanence sur les écrans et devient agressif. Il ne sait plus s'occuper autrement. Comment gérer ça? Alors, il y a deux types d'écrans. Évidemment, il y a des écrans qui sont des écrans scolaires, entre guillemets, quand on doit suivre les cours à distance. Et puis, il y a des écrans pour se divertir, que ce soit vous regardez une série ou pour jouer à un jeu. Est-ce qu'il faut établir un planning, d'abord? Alors, établir un planning, en tout cas, établir certaines tâches, certaines choses à faire, tout en sachant que imposer, c'est toujours compliqué. Je parlerai plutôt de contrat avec l'ado en disant, ben voilà, tu as tel cours en vidéoconférence, je vérifierai quand même quand je rentrerai ce que tu as fait un peu à l'école. Donc voilà, je te fais confiance, mais il va quand même falloir que tu t'y mettes et je viendrai quand même voir. S'il y a des tâches à la maison, dire, j'aimerais quand même que tu fasses telle ou telle tâche, pour quand même maintenir un rythme, et puis alors réserver des moments qui sont autorisés pour, comme vous venez de le dire, des jeux vidéo ou des choses comme ça, qui peuvent permettre aussi de garder du lien, puisqu'il y a pas mal de jeux en ligne où la plupart des adolescents jouent avec des amis, donc peut-être autoriser ces moments-là dans quelque chose de cadré. Je pense que oui, ça peut aider les jeunes. On poursuit avec Virginie, qui nous demande quel impact aura ce coronavirus sur l'apprentissage en tant que tel. Cours retardés, vacances allongées. Voilà, on sait que l'école, on a loupé l'école il y a une dizaine d'années pour d'autres raisons. Est-ce que ça avait eu des conséquences ? Enfin, une vingtaine d'années. Est-ce que ça a eu des conséquences? On se réfère à ce qu'on connaît du passé. Est-ce qu'on sait tirer des conclusions déjà là-dessus? Alors, je pense qu'il y a ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années est pas vraiment comparable. D'abord parce que le lien social était maintenu. Oui, il n'y avait pas de stress, certes, on allait peut-être moins à l'école dans certains moments de notre vie scolaire, mais on pouvait quand même voir des amis, des copains. Et ici, surtout, c'était beaucoup plus court. Ici, ça a quand même duré 6 mois pour certains, avec de nouvelles coupures ici au premier trimestre. Alors, il y a des effets cognitifs, il y a des enfants qui ont, d'abord, hélas, qui n'ont pas tous les mêmes capacités, qui n'ont pas tous les mêmes facilités cognitives, et que ce que nous disent les enseignants, c'est qu'à la rentrée, ils ont vu vraiment des différences importantes entre les élèves, parce que ceux qui avaient déjà des difficultés cognitives et d'apprentissage n'ont fait que les creuser, et va être très difficile à rattraper pour certains. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas pu bénéficier, par exemple, de leur rééducation. Je pense notamment à la logopédie durant le premier confinement. Donc, il y a cet effet-là. Il y a des effets sur les apprentissages, mais sur la vie sociale, l'apprentissage du vivre ensemble. Les instituteurs peuvent aussi nous dire, en première primaire, les élèves qui avaient loupé pratiquement 6 mois sont arrivés avec... il leur manquait 6 mois d'apprentissage. 6 mois sur une petite vie de 6 ans, ça fait beaucoup au final. Si on avait 50 ans, ça serait 4 ans de notre vie professionnelle. Vous êtes mis 4 ans sur la touche. Il faut essayer de se mettre aussi un peu à leur place, de se rendre compte que c'est une grosse partie de vie d'apprentissage. Exactement, c'est une grosse partie pour eux. Et puis ils oublient aussi le fait qu'il faut rester calme, que pour apprendre, il faut se poser, il faut une certaine posture, il faut un certain calme. Tout ça, ils l'ont un peu perdu et il faut le rattraper. Et de nouveau, ça va prendre du temps et c'est aussi de l'énergie qui est demandée à l'enseignant en plus de tout le reste. Oui, exactement. Alors on n'oublie pas évidemment que dans certaines familles ça peut être compliqué à gérer, dans d'autres ça peut bien se passer aussi, donc on n'est pas en train de noircir complètement le tableau et qu'on donne des conseils, on donne des pistes à suivre et sûrement pas une règle formelle bien entendu. Il y a l'application et ça on vous laisse évidemment ce juge de comment faire avec vos enfants, avec vos ados, mais il y a des questions effectivement qui se posent, on en a encore reçu une de Catherine, par rapport à cette crise, de nouveau, est-ce qu'elle va laisser des traces
traces sur les jeunes. Ils ont vécu beaucoup de frustration avec un bon nombre de leurs activités annulées, école fermée, isolement des copains. Cela peut-il créer une sorte d'anxiété? Effectivement, il y a les sorties, il y a les rencontres avec les copains, il y a le sport, il y a parfois des choses un peu exceptionnelles dans une vie, ils sont peut-être un petit peu plus grands, mais je pense au voyage de réto, voilà, des choses qu'on ne vit qu'une fois théoriquement. Donc voilà, il y a des frustrations, ça c'est une certitude. Après, comment gérer? Ils s'adaptent aussi plus facilement que les adultes, je ne sais pas. Alors, oui, ils ont une énorme capacité d'adaptation, et c'est vrai qu'on dit souvent, et c'est vrai que les enfants ont une grande capacité de résilience. Maintenant, ils ont une grande capacité de résilience pour autant que la société et que le monde leur en donnent la possibilité. Et donc, on n'est pas tous égaux devant cette capacité de résilience. Malheureusement, certains enfants qui vivent dans un environnement familial paupérisé, socialement défavorisé, où il y a peut-être de la violence, vont avoir moins de chances de sortir de l'isolement et de sortir de toutes ces difficultés supplémentaires. Alors, tout le monde ne va pas être traumatisé, bien heureusement. Bien sûr que de nombreux enfants et adolescents vont aller bien, mais effectivement, certains vont garder des traces. Alors après, c'est en fonction de ce qu'ils ont vécu antérieurement et de ce que malheureusement l'isolement, quand on ne va pas à l'école, leur a fait vivre. On a vu quand même augmenter le chiffre de maltraitance au moment du déconfinement de manière drastique et dramatique. Mais vous parliez des voyages réto, ne pas avoir eu son voyage réto, ça va pas potentiellement les traumatiser. Mais en revanche, c'est un petit peu un rite de passage symbolique, ce genre de choses. Voilà. Et ça va manquer. C'est-à-dire ce moment où, pour le voyage réto, on se retrouve tous ensemble, un peu pour la dernière fois, parce qu'après, tout le monde va partir vers des horizons différents. Ça va leur manquer. Voilà, ce sera peut-être quelque chose, un petit regret qu'ils garderont, avec lequel il faudra vivre, il faudra faire avec, mais oui, ça fait partie des choses, c'est un petit peu malheureux, mais il y a plus grave, voilà, il faut se dire que c'est pas ça le plus grave, c'est gérable. Ça dure qu'un an. Voilà, si c'est juste rater son voyage réto, c'est pas très grave. Alors, une question un peu plus technique d'Olivier. Le fait de leur désinfecter les mains en permanence n'est-il pas néfaste pour leur santé? Est-ce vraiment nécessaire à l'école, car on sait que les petits sont tous en contact rapproché lorsqu'ils jouent? Alors, en tout cas, plus on va leur laver les mains, plus on va les désinfecter, plus on va limiter le risque de contagion. Alors, c'est sûr que chez les tout petits, ça joue, ça prend les jouets, ça se les met en bouche. Bon, ça, on ne peut pas empêcher, mais limiter, en tout cas, la propagation en leur expliquant comment on se lave les mains et en les incitant à le faire, ça ne va pas forcément les rendre anxieux si, de nouveau, on met des mots dessus. Si on leur dit, c'est important parce que tu te protèges et tu protèges le copain, point barre. En général, ça ne va pas trop poser de soucis, que du contraire. On peut même lui dire, tu vois, tu es grand, toi, tu as compris que tu peux te laver les mains, tu as compris que c'était important, bravo. Et donc, ça les valorise. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'un cadre, c'est une manière de créer un cadre, une habitude, un rituel, en fait, qui est, pour les enfants, ça on le sait, c'est toujours rassurant. Tout à fait. De faire tout le temps la même chose, ça les rassure. Et donc peut-être qu'il faut le voir comme ça. Ou même de façon ludique, un peu comme un jeu, chanter une chanson sur le temps qu'on se lave les mains, ce genre de choses. Mais néfaste d'un point de vue technique pour la santé, en termes de destruction d'anticorps, etc. Ça, il ne faut pas l'imaginer comme ça. Non. Ça ne va pas faire de mal de se laver les mains 40 fois par jour. Ça ne va pas faire de mal, ça ne va pas agresser la peau. Voilà. C'est surtout que on a du mal à imaginer qu'un tout petit se lave les mains toutes les 5 minutes. Donc non, ça ne va pas. Peut-être qu'ils vont devenir comme ça, hyper précautionneux. Philippe, est-ce qu'on a des réactions peut-être Encore une question, en tout cas une remarque par rapport à une maman dont le fils de 14 ans est dans une école avec d'autres adolescents, pour certains autistes, et qui ne peuvent garder le masque, et on ne peut rien y faire. Alors que faire dans ce cas-là ? Alors, le masque, il est très clair qu'il doit être porté par quelqu'un d'autonome qui est capable de l'enlever s'il se passe quelque chose, parce que ça le gêne ou parce que ça obstrue ses voies respiratoires. Voilà, c'est rarissime, mais, parce que le masque n'est pas dangereux, mais en tout cas, il faut être capable de pouvoir l'enlever, et de l'enlever dans les bonnes situations. Donc, une personne qui n'est pas autonome ou qui va mal le porter, on sait que ça, c'est pas du tout efficace. Alors, effectivement, inutile d'aller agresser, entre guillemets, un enfant autiste pour absolument qu'il mette un masque et qu'il se sente lui-même violenté, agressé par rapport à ça. Il y a effectivement des situations, parce que c'est du vivant, parce que c'est le monde dans lequel on vit, où c'est pas possible. Alors on essaye de peut-être laver plus les mains, ou d'aérer plus, de faire soi-même plus attention. Je propose une autre question de Vinciane
Et ce sera peut-être la dernière parce que le temps passe vite dans cette émission. Les inquiétudes des enfants sont-elles le miroir des inquiétudes des parents? Ça, c'est une chouette question. Oui, inévitablement, parce que les enfants vivent les émotions de leurs parents, ils voient bien, même si on n'en parle pas, ils sentent bien s'il se passe des choses graves à la maison ou si on est inquiet pour certaines choses, ils le sentent bien. Et tout le défi, c'est justement de gérer sa propre émotion, sa propre anxiété en tant qu'adulte, tout en ne cachant pas des choses à l'enfant, en lui disant les choses qui le concernent de manière claire. Mais effectivement, oui, et on voit ça notamment avec toute cette inquiétude pour la reprise des écoles, où on peut même se poser la question, quel est le poids symbolique qu'on fait porter à nos enfants dans une situation actuelle où finalement on leur dit, mais l'école, est-ce que c'est dangereux? Ben non, l'école c'est pas dangereux, et non, vous ne portez pas cette responsabilité-là. Oui. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on doit leur dire, c'est que tu peux aller à l'école, tu dois y aller, et on veille à ce que ça se fasse de la manière la plus sécure possible. Sinon, effectivement, ils vont avoir peur. Oui, et ressentir peut-être un sentiment de culpabilité injustifié qu'on leur fait porter sur des épaules par rapport à un état de santé de parents ou de grands-parents. Il ne faudrait pas qu'ils aient ce sentiment en plus du reste. Je crois que tout le défi, de nouveau, c'est que les enfants se sentent responsables, mais qu'il n'y ait pas de culpabilité. C'est-à-dire, je suis responsable, je protège mes grands-parents, je protège les personnes fragiles de ma famille, je fais attention. Mais si ça doit se produire, ça se produit. Et de nouveau, on a dit les transmissions, les enfants sont moins vecteurs que les adultes. Donc c'est plutôt de les responsabiliser, de les rendre acteurs de la situation, plutôt que de leur mettre sur les épaules un poids qui est finalement inutile et pas du tout productif. Bien. Ben voilà, on tiendra compte dans les futures relations. Évidemment, ce n'est pas toujours très très simple, on le sait. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Simplement, je n'ai pas relayé certaines remarques qui parlent du politique et du fait que les médias ne savent pas ce qu'ils racontent. Voilà, je suis désolé, mais ce n'est pas le genre de propos qu'on va tenir dans cette émission. On essaie d'être positif et d'apporter des solutions que vous mettrez ou pas en pratique, parce que vous restez seul juge dans cette gestion, évidemment, de la crise. Je crois qu'on a tous le même objectif autour du plateau et au-delà, c'est d'en sortir le plus rapidement possible, bien entendu. Avant de se quitter, on rappelle peut-être un numéro de téléphone. Les enfants qui tomberaient sur cette émission et qui auraient peut-être besoin d'écoute, parce qu'ils peuvent aussi décider eux-mêmes d'aller rechercher de l'aide. Il y a un numéro qui est mis en place ici en Belgique, qui est le 103. Avez-vous, pour clôturer ce débat, d'autres conseils si des jeunes tombent sur cette émission maintenant et qui se sentent vraiment en détresse? Un conseil peut-être à donner, un dernier? Qu'ils en parlent à une personne de confiance avec laquelle ils ont un bon lien, qui pourra les aider à trouver, si pas la solution, en tout cas des solutions, une écoute pour aller mieux. Qu'ils en parlent. Merci Sandra d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci Philippe également. Et nous, on vous souhaite évidemment une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et on vous retrouve dans Vital dans 2 semaines. Excellente soirée à vous.